La dernière fois, on était sur la question d'orienter une pratique corporelle que j'avais qualifiée de gymnastique dans une pratique de yoga. Et en montrant que c'était pas gagné d'avance, mais que en même temps, c'était une super bonne idée que de passer par un travail corporel pour toucher les conditions, les moyens euh, de la clairvoyance, c'est-à-dire d'une Mm. certaine clarification de notre façon d'être et de penser. Bon. Et en même temps, bon, j'ai laissé plein de trucs sur le côté, quoi, euh, Mhm. pour pas faire un bordel inaudible. Alors, le bordel inaudible, du coup, c'est peut-être bien de le faire aujourd'hui, à la suite, Oui. à la suite de notre première entrevue d'il y a quelques jours. Euh, bon, je te balance, j'espère pas trop en vrac, c'est quand même un peu ordonné, mais Mhm. des questions qui, moi, encore me taraudent. Moi, des questions me taraudent. J'adore ça. Et sur la question de la gymnastique, il y a quand même un usage du mot qui n'est pas clair du tout pour les uns et les autres. On a tous un usage différent du mot. Ma meilleure amie, prof de yoga, euh, est une ancienne gymnaste. Elle, son papa est professeur de gymnastique. Et Mhm. entre 7 et 8 ans, elle s'est entraînée à faire des sauts périlleux sur une poutre. Je ne sais pas si tu te rends compte du truc. Pour une petite fille de 7 ans, 8 ans, 9 ans, faire de telles acrobaties sur une poutre qui fait moins de 10 centimètres de large, c'est carrément dangereux en fait. Mais ce que je vois, c'est que elle a conservé de cette expérience de l'enfance déjà un truc qu'elle n'a plus besoin de faire. Ça, c'est fait. Il y a un rapport à la peur, un rapport au danger, à l'équilibre, à l'engagement qu'elle a pu expérimenter dans les grandes largeurs, enfant, et dans un art martial. Parce que c'est ça le truc. Tu vois, il y a une noblesse dans ce que je suis en train d'essayer de faire apparaître. Il y a une noblesse de toucher à quelque chose d'existentiel qui est ma fragilité et ma possibilité de mourir, ma peur. Mhm. Et c'est vraiment génial d'expérimenter ça dans un art martial, comme est la gymnastique. Tu vois, parce que dans le ouais, le yoga, c'est pas de la gym. Il y a vraiment quelque chose de méprisant dans cette façon de dire les choses, de méprisant pour la gymnastique, Mhm. qui est quand même un truc, c'est les arts martiaux occidentaux, quoi. Et s'y livrer, je trouve ça excellent. Très récemment, c'est devenu la gym. C'est devenu un truc pour m'aimer, quoi, la gym douce. Et, et on voit bien que la représentation qu'on a des enseignements de yoga, elle est prise dans un tambour de machine à laver avec le linge qui tourne. Mhm. Alors nous, les Français, on a un rapport limité à l'Inde. Les Américains, n'en parlons pas. Mais par contre, les Britanniques, eux, ils ont... Ah oui, pour les Britanniques, je m'excuse d'avance pour la comparaison auprès de tous mes amis marocains et de mes amis indiens. Mais j'aime bien faire la comparaison quand même. L'Inde, pour les Anglais, c'est un peu comme le Maroc pour la France. C'est-à-dire que il y a un exotisme et puis c'est une colonie. Je pense que beaucoup de personnes ont été en vacances au Maroc et ont pu sentir le rapport complexe qu'il y a entre les colons, nous, encore aujourd'hui, euh, et les gens du coin, qui donc, ok, sont au service, ça c'est l'industrie du tourisme, mais n'en pensent pas moins. Et
pour eux, on reste des gens qui ne les comprennent pas, en fait. Tu vois, c'est vraiment ça. Le colon ne comprend pas l'humain du coin. Mhm. C'est pas la peine de leur expliquer des trucs. Ils comprennent jamais. Les colons sont bloqués dans leur délire. Vaut mieux leur dire oui, 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 leur vendre des trucs, améliorer sa position, leur dire qu'ils ont raison, et voilà. Mhm. Inutile d'essayer de tirer autre chose d'un colon que ça. Il y Mhm. a vraiment quelque chose qui passe pas, malgré le fait qu'on se connaît très bien. Au début du XXe siècle, en fait, elle est comme ça la situation, et il commence à être question de décolonisation. Parce que les enjeux géostratégiques sur les ressources naturelles changent à la fin du XIXe siècle. Ça a fait 2 guerres mondiales, cette histoire-là. Mais toujours est-il que, alors, au même moment, fin 19e, début 20e, à Londres, à Paris, à Vienne, à Boston, on fait des foires coloniales, tu sais. Le truc de Paris de 1900 où on a fait la Tour Eiffel, là. Comment ça s'appelle, une foire Les coloniale? expositions universelles. Les expositions universelles. Excuse-moi, moi je dis, mon, Mhm. mon intellect a retenu foire coloniale parce que tu vois, je porte un jugement dessus. Mais le principe, c'est donc d'organiser un Disneyland autrement plus géant que Disneyland et exposer les bons sauvages, les trouvailles technologiques. Tu vois, c'est un délire encyclopédique en taille réelle dans un parc d'attractions. Et bah, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait même pas encore le cinéma. Donc c'était une façon tout à fait logique de communiquer, quoi. Et alors, il y avait le rayon Inde partout, même en France. En France, on a Pondichéry comme comptoir, Comptoir. comme Mhm. ancien comptoir colonial. Oh, c'est un petit comptoir, une petite présence en France. Mais donc, dans ces expositions coloniales, on montre les sauvages. Et dans les théâtres, tout, alors il y a les expositions, mais tout le reste du temps, dans les théâtres, on exhibe des fakirs qui s'allongent sur des planches à clous. Fakirs qui en général sont musulmans au passage, mais peu importe, on ne fait pas le détail. D'autres fakirs mangent du verre. Mhm. D'autres sont nus, enfin d'une façon générale ils sont assez nus, mais d'autres sont nus et font des gymnastiques incroyables avec leur corps. Dans les théâtres, tu vois, tu as des pubs, t'as le Mhm. mec, il a son turban, sa moustache, les bras croisés comme ça sur la photo, et après ça, tu le retrouves dans le théâtre sur la tête, en train de manger du verre et de Mhm. s'allonger sur une planche à clous. Tu vois le délire? Mhm. Donc, à la même époque, c'est aussi l'époque des grands voyages. Alexandra David-Néel qui va au Tibet, l'aventure et un exotisme spirituelo-ésotérique à Vienne, à Londres et à Paris. Mais les gens de la grande bourgeoisie étaient dingues de ces trucs-là, quoi. Tu vois, les secrets cachés des pyramides égyptiennes mêlés aux secrets cachés de l'Inde, les secrets cachés des colonies, tu vois, dans un trip un peu maçonnico, machin truc, tu vois. Non mais sans déconner, on est grave. Que de la fiction, ce que je te raconte. Mhm. Que de l'entertainment. C'est vraiment le grand kiff d'avant le cinéma qui a fait de la culture de masse. Là, on n'est pas du tout dans la culture de masse, on est des trucs très élitistes. Et aux Indes, ça donne dans le rapport colonial indien des Indiens qui ont aussi leur société secrète, leur bonne société, tu vois. Exactement la même chose chez le colonisé. Et bon, très connu cette ambiance de moitié de foire, moitié de théâtre, moitié de trucs maçonniques, machin, avec des déclarations sur la marche du monde et tout. Il y a un certain Vivekananda, un- un- c'est peut-être le premier maître indien pour occidentaux, donc quelqu'un qui fait partie de la bonne société indienne et qui fait Mhm. un discours remarqué sur la
puissance spirituelle de l'Inde. Lui-même faisant partie d'une secte d'un certain Ramakrishna, tu vois, c'est la grande société indienne au contact des Anglais. Et tu vois, et là, il n'est pas question de faire de la gymnastique sur des tapis en plastique à l'époque. C'est c'est une façon pour le colonisé de dire non mais attendez, nous sommes les héritiers d'une grande tradition et nous ne sommes pas à votre service. Tu vois, il y a une fierté indienne qui est toujours là. Et au Maroc aussi. Tout ça, c'est des jeux de dupes, c'est de la politique, c'est de l'histoire et de l'entertainment. Tu vois, c'est ouf. Alors, dans ce contexte-là, tu vois, là, je te dresse un décor. Dans ce contexte-là, les militaires britanniques, les diplomates britanniques font de la gymnastique suédoise. Tu vois, c'est un truc très martial. Mais dans l'Empire britannique, on fait de la gymnastique suédoise. Exactement la même chose que le cours de yoga actuel. Alors, exactement, peut-être pas, justement. Parce que les Indiens ont su faire quelque chose d'extraordinaire. Mais ça fait partie dans Tintin et Milou, tu vois, Tintin et Milou, c'est les années 1920-1930. Tintin, il fait de la gymnastique suédoise. En pyjama, avec son t-shirt blanc, il fait des flexions, il fait des squats. Il fait du fitness, quoi. Il fait des squats dans sa salle de bain devant le miroir, Tintin. Avec Milou qui fait pareil à côté. Là, tu vois le truc. Donc, dans ce contexte-là, dans les échanges, si tu veux, il y a eu des Indiens de la bonne société. On est toujours dans la première moitié du XXe siècle, qui ont montré aux Anglais, nous, on fait de la meilleure gymnastique suédoise que vous. Pourquoi? Parce que dans la tradition, ce que j'appelle, enfin, c'est pas moi qui appelle, dans ce que l'Inde appelle Sanatana Dharma, c'est-à-dire une transmission ininterrompue des enseignements élitistes, ok, de yoga, de cette clairvoyance qui concerne les castes brahmaniques. Dans ce Sanatana Dharma, il n'y a pas que la caste des brahmanes. Dans le courant du Moyen Âge, il y a aussi eu, dans cette culture générale indienne qui a un tronc Sanatana Dharma, il y a eu des branches cours des miracles. Si tu veux, dans une famille, le fils aîné, tu sais, c'est patriarcal, hein, c'est une société très semblable à la nôtre. Quand le fils aîné d'une famille hérite des terres de ses parents, bah, les petits frères, les petites sœurs, bah, il faut qu'ils se marient, il faut qu'ils trouvent une place ailleurs. Et dans ce système, il y a beaucoup de laissés pour compte. Et il y a une porte de sortie qui fait partie de la société médiévale indienne, qui est de devenir renonçant, de brûler ses vêtements dans un rituel et de perdre son identité, de partir sur les routes. Et sur les routes, bah, il y a le risque de mourir de faim. Et la façon de ne pas mourir de faim, c'est de se faire passer pour un pèlerin. De ces pèlerins brahmaniques qui eux aussi vannent du pied, pèlerinent du Tamil Nadu aux sources du Gange, comme je te le présentais la dernière fois. Et de ce phénomène, si tu veux, c'est un peu le RMI, le RSA médiéval de l'Inde. Une possibilité, alors c'est aussi la foire aux imposteurs qui est provoquée là. Des centaines de milliers, peut-être des millions à l'échelle du sous-continent indien, de personnes qui se retrouvent sur les routes et qui essayent de se faire passer pour des saints. Un peu dans une ambiance proche de celle qu'aurait connue la Palestine au début de notre ère, d'où est issu Jésus de Nazareth. Une foire aux prédicateurs et aux imposteurs dont certains sont vraiment des saints. Mais les autres sont fous, opportunistes et en quête
Alors certains en quête de célébrité, tu vois, c'est une cour des miracles qui sert aussi de showbiz. Enfin, c'est très spécial comme truc. Et dans l'Inde médiévale se développe donc ça, une autre voie de yoga qui est le symétrique de la caste brahmanique qui gouverne, qui assiste les puissants dans leurs décisions, qui est médecin, etc. Il y a, il y a d'un côté le monde brahmanique, de l'autre côté des va-nu-pieds, qui, dans la réalité de ce qu'ils vivent, ont intérêt à se rassembler en sectes, et certaines de ces sectes deviennent des sectes de pillards, des sectes de mercenaires à la solde des rois pour faire des guerres. Tu vois le truc? Et dans ce contexte, alors, c'est très médiéval, il y a des austérités comme chez nous, il y a un rapport à la souffrance certainement assez particulier. mm, Et, tu vois, la situation humaine, elle est comme là, c'est complexe, c'est violent comme... Dans ce contexte-là, assez tardivement d'ailleurs, on a des traces historiques, des textes. Alors, le plus connu, c'est la Hatha Yoga Pradipika, qui, qui date du XVe siècle, tu vois, c'est très tardif, à l'échelle d'un Moyen-Âge qui commence à peu près en l'an zéro. 15 mm, siècles plus tard, on a un texte qui est la preuve. Alors, ça ressemble au Yoga Sutra, si tu veux, mais c'est plus parcellaire et plus centré. Hatha, c'est le plein engagement, si tu veux. C'est Hatha Yoga, c'est euh, le yoga du plein engagement, à fond. Tu vois, c'est un truc de renonçant, de personnes qui ont rien et tout à perdre. C'est un peu le yoga du désespoir, si tu veux, historiquement. Et donc, ça fait des formes, des pratiques où sont décrites effectivement un passage préliminaire à une démarche tout à fait normale de clairvoyance, un passage préliminaire par des austérités corporelles. 2 siècles plus tard, il y a la Gheranda Samhita, un autre, une autre balise très importante, 17e siècle, c'est tardif. Les Anglais sont déjà là. Et qui décrit justement, ça reprend les enseignements de yoga qu'on connaît, mais ça met l'accent sur des pratiques précises pour toucher une forme de clairvoyance et de sainteté. Alors, le vocabulaire bouge un peu. Bon, il y a beaucoup, c'est plus ésotérique, c'est plus moderne, c'est plus perché aussi que les enseignements plus anciens. C'est mm, moins basico-pragmatique. Là, c'est un peu à l'image de ce que je te raconte. Donc, si tu veux, des gens de la bonne société indienne, un brahman du XXe siècle, de Mysore, par exemple, le gars est de Mysore, de par sa filiation, il est voué à être le pandit du Maharaja de Mysore. C'est sa filiation. Ben, il fait sa retraite. Il est enseigné entre 7 ans et 14 ans. Pardon, entre 14 ans et 21 ans. À 21 ans, il passe le cordon blanc sur son épaule gauche de Brahmin. Il part pèleriner. Tu vois, il fait le truc au XXe siècle. mm, On continue mm, à le faire. Et le gars a beau être voué à être le précepteur des enfants du roi de Mysore. Ben, il fait le truc, il fait ses milliers de kilomètres à pied. C'est au XXe siècle, c'est vraiment intéressant. Au même moment, Mysore était une ville en plein essor. Le Maharaja voulait faire installer l'électricité, goudronner les routes. Il voulait que les gens de l'aristocratie aient des voitures. Il avait, lui, un palais somptueux. Tu vois, un truc de Maharaja, quoi. Justement, de mm, cette caste qui collabore avec les Anglais mm, et qui s'enrichit et qui est de plus en plus puissante parce qu'elle collabore. Et dans ce contexte-là, la révolution socialiste de 1947 commence à bouillonner dans les années 1920-1930. Ça bouillonne grave, si tu veux. Et dans ce contexte-là, le Maharaja de Mysore demande à son pandit, qui s'appelle Krishnamacharya et qui est devenu quelqu'un de très connu par la suite, fais-moi des cours d'arts martiaux
parce que la période est dangereuse et moi je souhaiterais que tu inities euh, aux arts martiaux, que tu aguerrisses mes enfants, mes neveux, tous les jeunes. Donc le pandit, qui est le job d'un pandit, c'est d'être le garant de la transmission orale. Mais le pandit Krishnamacharya, qui a, c'est notoire, rencontré des sannyasines dans son pèlerinage, donc de ces va-nu-pieds qui pratiquent le hatha yoga, une horreur pour les brahmanes. Tu vois, pour eux, c'est complètement saugrenu de faire des austérités corporelles. C'est pas du tout leur monde. Pas du tout. mm, Complètement saugrenu. Donc le Maharaja demande, fais-moi des arts martiaux, s'il te plaît. Alors pourquoi ils font pas du Kalaripayattu comme on en fait dans le Tamil Nadu voisin? Bah, ils sont peut-être fâchés, j'en sais rien. Bref, ça se passe comme ça. Et donc, dans les années 1940, euh, au palais de Mysore, on fait des galipettes de type samyasine, donc déjà de l'art martial. Tu vois, c'est déjà un truc martial, le Hatha Yoga. Mais pas seulement. C'est martial avec toute l'intelligence des enseignements de yoga, toutes les connaissances euh, médicales de l'Ayurveda sont avec, si tu veux. C'est vraiment intelligent. Mais il y a des arts martiaux qui se font à Mysore dans les années 40. Alors après, il y a la révolution socialiste, le Maharaja se barre et finit certainement sa vie dans les affaires. Tu vois, comme c'était des propriétaires terriens, ils ont souvent fait fortune dans l'immobilier ou dans dans les flottes de bateaux. Tu vois, il y a des fortunes comme ça. J'ai connu des fortunes en Inde, des armateurs indiens, c'est-à-dire des gens de l'aristocratie indienne qui, à la Révolution, se sont tournés dans le business et ont continué ce qu'ils savaient faire, commercer avec l'Empire. Là, c'est intéressant. Donc, il se passe ça, et de cette... Alors, en 47, tout s'effondre. Le Maharaja part peut-être comme armateur, je ne sais pas. Et ce Krishnamacharya se retrouve sur le carreau, avec ses mots. Sur le carreau. Dans le cinéma indien des années 50-60, on parle de ces familles brahmines très pauvres, qui crèvent la dalle. Dans le meilleur des cas, tu peux espérer devenir enseignant à l'éducation nationale du nouvel État socialiste, mais les brahmines sont mal vus. Donc même comme enseignant dans les écoles, c'est dur, quoi. Alors dans ce contexte, eh bien Krishnamacharya, je prends cet exemple-là si tu veux, est devenu le précepteur de gymnastique suédoise indienne des riches commerçants de Mysore. mm, Et c'est vraiment, tu vois, c'est étonnant. Donc il s'est mis à transmettre non plus une gymnastique martiale, mais une gymnastique de santé plutôt. Une gymnastique, comme on dirait en anglais, de fitness, de bien-être et de mieux-être. Mais avec toute la science, attention, hein. Tu vois, j'utilise des mots qu'on aurait tendance... Gymnastique en premier, mais tu vois, je m'amuse à renverser le truc. Je veux dire, attendez, allô les gens, la gymnastique, c'est quelque chose de très important. Surtout pour une petite fille de 8 ans. Elle apprend là des choses que bien des adultes ne connaîtront jamais dans leur vie, tu vois. C'est hyper important. mm, Et cette notion de la voie du milieu, qui a été tellement développée après dans les enseignements bouddhiques, dans une espèce de légende un peu planante des enseignements bouddhiques qui a cours un peu partout. On parle de la voie du milieu, mais pour quelqu'un qui n'a jamais connu les extrêmes, c'est quoi le milieu? mm. Tu vois, dans une vie de bureau, trouver la voie du milieu d'une vie de bureau, tu fais comment? Si tu n'as pas été une jeune fille qui a... Tu vois, alors, après, à- à- pour chacun de nous, la question, c'est d'aller chercher dans nos tripes là où il y a les mémoires, d'aller chercher les ingrédients qui font notre expérience et de réarchitecturer tout ça dans une cohérence.
Et ça fait complètement partie du chemin des enseignements de yoga que de faire ce job, je trouve. Quitte à le faire mm, avec un psychothérapeute, avec un psychanalyste, pourquoi pas. Vraiment, il y a un rapport à la parole. Dans la, bon, pour peu que le thérapeute, que la rencontre soit belle, quoi. Qu'il y mm, ait une alliance thérapeutique, comme on dit. Ben oui, ça peut être très très bien, je trouve. Et pourvu qu'on puisse démonter notre système égotique pour le remonter d'une autre façon. Alors, ce qui s'est passé à Mysore, c'est que parmi les jeunes élèves du palais du Maharaja, mm, il y en a un qui est allé faire fortune aux États-Unis avec ce qu'il avait appris là. Donc une gymnastique incroyable de performance, quoi, qui lui mm, avait été enseignée par Krishnamacharya, et cet homme-là s'appelle Patabi Joyce, et il est allé faire fortune aux États-Unis, notamment sur la côte ouest, où il a fait fureur chez ces Américains qui pratiquaient déjà le culturisme et qui mm, sont des dingues du commerce, quoi, si tu veux. C'est des dingues du commerce, du fitness, de la performance, du business. C'est là où il y a la Silicon Valley qui s'est installée, si tu veux. Et dans ce contexte-là, bah, l'accueil pour une gymnastique martiale de gens qui faisaient du bodybuilding avant, si tu veux, ça a été, mm, ça a fait un carton, mm, l'enseignement de Patrick Joyce. Et début des années 2000, cet enseignement typiquement américain a refranchi l'Atlantique pour arriver en Europe avec un marketing de dingue pour attaquer les trucs, faire tomber les clubs de fitness, prendre leur place dans les villes, bam, 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 comme ça. Un système de vente pyramidale avec une association qui certifie des professeurs de yoga en 200 heures de stage. En 300 heures de stage supplémentaires, tu deviens formateur toi-même. Tu vois, un système de vente pyramidale à la Tupperware. C'est hallucinant. Non, mais c'est dingue. Tu vois, et ça, c'était un peu avant que notre président actuel, Macron, parle de Startup Nation. Tu sais, que moi, j'aime bien mhm. écrire STAR comme star, et top, euh, ça veut rien dire, et Nation, Naichone. Ça veut rien dire non plus, mais on comprend. Et, non, mais tu vois, sans déconner. Et ce qui se passe actuellement, à l'échelle planétaire, nous sommes devenus des adeptes de cette pratique américaine qu'on appelle yoga. C'est complètement dingue. Au point que Narendra Modi, le nouveau, enfin il n'est plus tellement nouveau maintenant, mais Non. en 2014, Narendra Modi, lorsqu'il accède au pouvoir, fonce voir son pote Obama, et le truc qui émerge de leur première rencontre, c'est un World Wide Yoga Day qui vient se poser sur la Saint-Jean, qui avait, oui, le 21 juin. Tu vois, c'est la Saint-Jean, c'est une fête euh, chrétienne très importante, et puis c'est surtout le solstice d'été. Quand Et même pas pas, que chrétienne. Mm, pas que mm. chrétienne, le solstice d'été, c'est universel. Bah ouais. Dans les hémisphères, enfin, partout ailleurs que dans les équateurs, où on ne se rend pas très bien compte, dans les hémisphères nord et sud, les solstices, on s'en rend compte très bien. Et puis c'était la fête de la musique en France depuis les années 80. Et alors là, c'est un worldwide, c'est sponsorisé par l'ONU, et c'est un Worldwide Yoga Day. Hallucinant. Et ça a marché, ça marche encore. Et ça fait la promotion d'une sorte de cette gymnastique pour commerciaux, tu vois, de cette gymnastique engagée qui vient de Mysore, du palais du Maharaja, et qui a été fait par un pandit dans un but martial. Alors,
encore une fois, loin de moi toute idée de dénigrer la gymnastique. Parce que là, on est de nouveau dans la gymnastique, et pas qu'un peu, et avec toutes les qualités que ça a. Apprendre la combativité, la persévérance. Les deux piliers de cette idéologie fitness un peu, Obama l'a dit lui-même, c'est « You can do it », premier précepte, « Never give up », le deuxième précepte. Là, c'est le truc d'Obama, quoi. Et dans cette idéologie-là, il y a de l'engagement et c'est un art martial, il n'y a pas à chier. C'est une gymnastique dans le sens le plus noble du terme. Mais à partir de cet état d'esprit-là et de cette orientation, tu penses bien qu'il y a un travail énorme à faire de déconstruction et de reconstruction pour se joindre, non pas à moi, mes désirs, les désirs du business, les désirs de Wall Street, tu vois, pour me joindre aux lois universelles. Là, il y a un écart. Là, on est en plein monde temporel avec les pratiques martiales, alors que la question de yoga, c'est de se joindre non pas aux lois temporelles, mais de se joindre aux lois universelles. Donc les lois universelles pour un être humain, c'est la gravité terrestre, le jour, la nuit, le froid, le chaud, la digestion, le solstice. Le solstice. Oui. Et donc, si tu veux, moi, ce que j'observe notamment depuis 2014, c'est un phénomène religieux, en fait, un véritable phénomène religieux mondial, qui prend ce fitness yoga américain, mais américain avec racines mysoriennes martiales, elle-même avec racines indiennes véritables, et de yoga véritable mais éloigné. Tu vois, il y a la constitution d'un élément d'une nouvelle religion, la religion du nouvel ordre mondial, où on est tous des entités séparées, en concurrence les unes avec les autres, et en même temps comme autant de petites fourmis dans un grand projet global de bonheur. Et quand tu regardes le champ lexical de tout le discours à la télévision, tu vois, ou à la radio, de tout le discours sur les pratiques de yoga, les pratiques de bien-être, la respiration, le champ lexical, c'est des techniques, des outils, améliorer ma performance respiratoire, améliorer ma santé, ça c'est un truc de malade. C'est le champ lexical de notre nouvelle future société, le fameux nouveau monde dont on nous rabat les oreilles sans très bien nous expliquer ce que c'est. En fait, on le sent, ce que c'est. Et dans votre cours de yoga en ville, pour peu que ce soit un cours de fitness yoga, vous touchez très bien tout ce truc, you can do it, tout désir individuel est réalisable, mais never give up, ne lâchez jamais le morceau. Hein. On vous ferme la porte, mettez le pied dedans, on vous pousse le pied, vous revenez par la porte de la cuisine pour essayer de vendre votre produit. Enfin, tu vois, c'est la Startup Nation, quoi, à l'échelle mondiale.